Imaginez un sachet de sel, le genre que vous trouvez dans n'importe quelle quincaillerie pour quelques euros, capable de transformer la manière dont une maison respire pendant une canicule. Pas de compresseur, pas de gaz réfrigérant, pas de facture d'électricité qui explose en juillet, juste un cristal blanc, presque banal, et quelques principes de physique vieux de plusieurs millénaires. Ça semble trop simple pour être vrai. Et pourtant, cette idée repose sur une science solide, utilisée depuis l'Antiquité et redécouverte aujourd'hui par des ingénieurs qui cherchent des alternatives à la climatisation. Alors, qu'est-ce que ce sel a de si spécial ? Comment un composé aussi ordinaire peut-il influencer la température d'un bâtiment entier ? Et surtout, pourquoi cette technique a-t-elle presque disparu de nos mémoires collectives ? Un problème vieux comme l'humanité, une solution qu'on a oubliée. La climatisation moderne consomme une quantité d'électricité colossale. Rien qu'aux États-Unis, elle représente une part significative de la consommation énergétique résidentielle en été, et cette demande ne cesse de croître à mesure que les vagues de chaleur se multiplient. Le problème, c'est que plus il fait chaud, plus on climatise, plus on consomme d'énergie, et plus on génère de chaleur supplémentaire à l'extérieur des bâtiments. Un cercle qui s'auto-alimente. Face à cela, une question revient de plus en plus souvent chez les architectes et les ingénieurs en efficacité énergétique. Et si les solutions du passé, penser sans électricité, pouvaient nous aider à rafraîchir nos maisons autrement, pas pour remplacer totalement la climatisation partout, mais pour réduire drastiquement notre dépendance à elle, en combinant plusieurs principes physiques simples. Le sel dont nous parlons ici n'est pas un gadget marketing. Il appartient à une famille de composés appelés sels hygroscopiques, c'est-à-dire des sels capables d'absorber l'humidité présente dans l'air. Le chlorure de calcium et le chlorure de lithium en sont les exemples les plus étudiés. Et cette simple propriété d'absorption d'humidité change complètement la donne pour un système de refroidissement naturel. Les origines, une histoire de vent, de sable et d'ingéniosité. Pour comprendre pourquoi ce sel fonctionne, il faut d'abord remonter à une technologie bien plus ancienne. Les tours à vent, ou badjir, utilisées depuis des siècles dans les régions arides du Moyen-Orient, notamment en Iran. Ces structures verticales captaient les courants d'air en hauteur et les canalisaient vers l'intérieur des bâtiments, créant une ventilation naturelle qui rafraîchissait les habitants, sans aucune source d'énergie extérieure. Le principe fonctionnait bien dans les climats secs, mais dans les régions humides, le refroidissement par simple mouvement d'air atteint vite ses limites. L'air chargé d'humidité transporte mal la fraîcheur et donne cette sensation étouffante que beaucoup connaissent en été. C'est précisément ce verrou que les sels hygroscopiques permettent de lever. L'utilisation de sel pour contrôler l'humidité n'est pas nouvelle non plus. Dès le début du XXe siècle, les ingénieurs en climatisation industrielle ont commencé à expérimenter des solutions salines pour déshumidifier l'air dans les usines textiles, où le taux d'humidité devait être précisément contrôlé. Ce n'est que plus récemment que des chercheurs en architecture bioclimatique ont commencé à réexaminer ces solutions salines comme complément au système de ventilation passive, en particulier dans les régions à climat chaud et humide où le refroidissement évaporatif seul ne suffit pas. Voici où la physique devient fascinante. Le principe repose sur deux mécanismes combinés, l'absorption d'humidité par le sel et le refroidissement par évaporation. Premièrement, un sel hygroscopique, comme le chlorure de calcium, a une affinité chimique très forte avec les molécules d'eau. Placé en solution, ou exposé à l'air ambiant, il capte la vapeur d'eau environnante. Ce phénomène s'appelle la déliquescence. Le sel absorbe tellement d'humidité qu'il finit par se dissoudre dans l'eau qu'il a lui-même capturée. Deuxièmement, une fois que cette solution saline a absorbé l'humidité de l'air intérieur ou extérieur, l'air qui en ressort est plus sec. Or, un air plus sec permet au refroidissement par évaporation de fonctionner beaucoup plus efficacement. C'est le même principe physique qui explique pourquoi la transpiration nous rafraîchit davantage lorsque l'air est sec que lorsqu'il est saturé d'humidité. L'évaporation de l'eau consomme de l'énergie thermique qu'elle puise dans l'air environnant, ce qui abaisse la température. Dans un système domestique combinant sel et ventilation naturelle, l'air chaud extérieur traverse d'abord une chambre contenant la solution saline qui le déshumidifie. Cet air asséché passe ensuite au-dessus d'une surface d'eau ou d'un matériau humide, où l'évaporation abaisse sa température de plusieurs degrés, avant qu'il ne pénètre dans la maison, généralement grâce à une tour à vent ou à un simple système de ventilation par différence de pression. Il faut être clair sur un point important. Ce n'est pas le sel seul qui rafraîchit la maison. Le sel joue un rôle de déshumidificateur passif, un maillon dans une chaîne plus large qui inclut la ventilation naturelle, l'évaporation et parfois la masse thermique des matériaux de construction. Présenter le sel comme une solution miracle isolée serait trompeur. Sa véritable valeur réside dans la manière dont il débloque l'efficacité des autres mécanismes de refroidissement passif.
le rôle de la masse thermique et des températures du sous-sol. Pour compléter le tableau, il est utile de mentionner un autre principe exploité par les bâtiments bioclimatiques, la masse thermique. Les matériaux denses comme la pierre, la terre crue ou le béton absorbent la chaleur pendant la journée et la restituent lentement la nuit, ce qui stabilise la température intérieure. Combiné à un système de déshumidification partielle et à une ventilation nocturne, cette masse thermique permet à une maison de rester fraîche même après plusieurs heures d'exposition au soleil. De même, les puits canadiens, aussi appelés puits provençaux selon les régions, exploitent la température relativement stable du sous-sol, généralement autour de 10 à 15 degrés Celsius, à quelques mètres de profondeur selon les climats. L'air extérieur circule dans un conduit enterré avant d'entrer dans la maison, se refroidissant au contact du sol. Associé à un système de déshumidification saline, ce même air arrive à la fois plus frais et plus sec, maximisant le confort intérieur sans aucun apport électrique. Application moderne, où en est-on aujourd'hui ? Ces principes ne sont pas restés de la théorie. Plusieurs projets d'architecture bioclimatique à travers le monde ont intégré des systèmes de refroidissement par déshumidification saline couplés à la ventilation naturelle. Aux Émirats arabes unis, certains projets expérimentaux d'architecture durable ont testé des tours à vent modernisées intégrant des chambres de déshumidification, s'inspirant directement des badgirs traditionnels, tout en les adaptant aux exigences de confort contemporaines. En Inde, des chercheurs en ingénierie du bâtiment ont étudié des systèmes de refroidissement évaporatif indirect, assistés par solutions salines pour les climats chauds et humides du sous-continent, où le refroidissement évaporatif classique montre ses limites. En Europe, l'intérêt reste davantage académique et expérimental. Plusieurs laboratoires de recherche en génie climatique, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, étudient les systèmes de refroidissement par dessiccation liquide, une technologie qui utilise exactement le principe des selles hygroscopiques, mais à une échelle plus industrielle, pour les bâtiments tertiaires et certains data centers cherchant à réduire leur empreinte énergétique. Il est important de noter une chose, à l'échelle individuelle, pour une seule maison, les systèmes de déshumidification saline restent aujourd'hui plus expérimentaux que commercialement répandus. La plupart des applications concrètes et documentées se situent à l'échelle de bâtiments plus grands ou de projets de recherche. Si vous cherchez un kit maison, prêt à l'emploi combinant sel et ventilation naturelle, l'offre reste encore limitée et largement artisanale. Coût, économie et limites, séparez le mythe de la réalité. Soyons honnêtes sur les coûts. Le sel hygroscopique lui-même est effectivement peu coûteux à l'achat, le chlorure de calcium étant un produit industriel courant et abordable. Mais un système de refroidissement complet nécessite bien plus qu'un simple sachet de sel. Il faut une conception architecturale adaptée, des conduits de ventilation, éventuellement une tour à vent, et un entretien régulier de la solution saline, qui doit être régénérée périodiquement car elle se dilue avec le temps en captant l'humidité. C'est là que se trouve la plus grande idée reçue à corriger. Non, on ne peut pas simplement poser un bol de sel dans son salon et voir la température chuter de 10 degrés. Le sel doit être intégré dans un système de circulation d'air pensé, spécifiquement pour exploiter ses propriétés. Sans ce système, son effet reste marginal, limité à une légère absorption d'humidité locale, comme celle des petits sachets déshumidificateurs qu'on utilise dans les placards. Les climats les plus adaptés à cette technologie sont les régions chaudes et modérément à fortement humides, là où le refroidissement évaporatif seul échoue à cause de la saturation de l'air. Dans les climats déjà secs, comme certaines zones désertiques, l'évaporation seule fonctionne déjà très bien, rendant le sel moins indispensable. Dans les climats très humides et tropicaux, en revanche, la capacité de déshumidification devient l'élément clé du confort. Autre limite à mentionner honnêtement, ces systèmes demandent un entretien que la climatisation électrique ne demande pas de la même manière. La solution saline doit être vérifiée, parfois chauffée pour être régénérée lorsqu'elle devient trop diluée, ce qui peut nécessiter une source de chaleur, souvent solaire dans les conceptions les plus abouties, ce qui reste cohérent avec la philosophie low-tech du système. Premier mythe, ce sel produit du froid par lui-même. Faux. Le sel ne produit aucun froid. Il absorbe l'humidité, ce qui permet ensuite à l'évaporation de produire un effet rafraîchissant. C'est un mécanisme indirect, pas une source de froid intrinsèque. Deuxième mythe, cette technologie peut remplacer entièrement la climatisation moderne partout dans le monde. Faux également. Son efficacité dépend fortement du climat local, de la conception du bâtiment et de l'intégration correcte du système. Elle est complémentaire, pas universelle. Troisième mythe, plus insidieux, certains contenus en ligne présentent ces systèmes comme une énergie gratuite ou une solution miracle sans aucune contrepartie. La réalité est plus nuancée. Il s'agit d'un système passif à faible consommation,
pas d'un système sans aucun entretien, ni sans limite physique. La thermodynamique ne s'annule jamais, elle se déplace simplement vers une forme plus économe. Pourquoi cette technique est-elle tombée dans l'oubli ? La réponse est en grande partie économique et culturelle, avec la démocratisation de la climatisation électrique à partir du milieu du XXe siècle, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Les solutions passives sont devenues perçues comme dépassées, moins pratiques, moins modernes. Pourquoi entretenir une solution saline et concevoir un bâtiment autour d'elle quand on peut simplement brancher un climatiseur et obtenir un résultat immédiat ? Ce choix a eu un coût, que l'on commence seulement à mesurer pleinement aujourd'hui. Une dépendance énergétique massive, une vulnérabilité accrue aux coupures de courant pendant les vagues de chaleur, et un réchauffement urbain aggravé par la chaleur rejetée par des millions de climatiseurs fonctionnant simultanément dans les villes. C'est cette prise de conscience qui pousse aujourd'hui architectes, ingénieurs et chercheurs à redécouvrir ces principes anciens, non pas comme un retour en arrière nostalgique, mais comme une piste sérieuse pour construire des bâtiments plus résilients face aux étés de plus en plus chauds. En Iran, les badjirs traditionnels de villes comme Yazd, construites dans un climat désertique, continuent d'être étudiés par les chercheurs en architecture bioclimatique comme référence historique de ventilation passive efficace, bien que ces structures traditionnelles n'intègrent pas systématiquement de déshumidification saline. En Australie, où certaines régions connaissent un climat chaud et humide, des architectes ont exploré des combinaisons de refroidissement évaporatif indirect et de gestion de l'humidité pour des habitations expérimentales à faible consommation énergétique, dans le cadre de programmes de recherche universitaires sur l'habitat durable. Aux Pays-Bas, plusieurs projets pilotes de bâtiments tertiaires ont testé des systèmes de dessiccation liquide à base de solutions salines pour réduire la consommation électrique liée à la climatisation, avec des résultats qui restent documentés dans la littérature scientifique du génie climatique plutôt que largement commercialisés. Il convient de rester prudent. La documentation publique est vérifiable sur des installations résidentielles individuelles combinant spécifiquement sel hygroscopique et ventilation naturelle reste limitée. Une grande partie des données disponibles provient de la recherche en dessiccation liquide à l'échelle industrielle et commerciale, un domaine cousin mais distinct de l'application domestique à petite échelle. Techniquement, oui, les principes physiques restent parfaitement valables, mais leur mise en œuvre efficace demande une véritable réflexion architecturale, pas simplement l'achat d'un sac de sel. Pour un particulier souhaitant explorer cette voie, la démarche réaliste consisterait à s'inspirer de ces principes lors d'une rénovation ou d'une construction neuve. Intégrer une ventilation naturelle bien pensée, éventuellement un puits canadien, une masse thermique adaptée, et pourquoi pas, à terme, un système expérimental de déshumidification saline, conçu avec l'aide d'un professionnel en génie climatique. Ce n'est donc pas une solution prête à l'emploi pour la majorité des foyers aujourd'hui, mais plutôt une piste d'ingénierie low-tech extrêmement prometteuse, qui mérite d'être davantage développée, testée et documentée à plus grande échelle résidentielle. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est que les meilleures solutions ne sont pas toujours les plus complexes ni les plus coûteuses. Un simple sel, capable d'absorber l'humidité de l'air, combiné à des principes de ventilation vieux de plusieurs siècles, peut ouvrir la voie à des bâtiments qui rafraîchissent sans consommer une seule kilowattheure d'électricité pour le faire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique, appliquée avec intelligence, héritée de civilisations qui n'avaient pas d'autre choix que de comprendre et de travailler avec les éléments naturels, plutôt que de les combattre à coups de machines énergivores. À l'heure où les étés deviennent de plus en plus chauds et où nos réseaux électriques sont mis à rude épreuve, il y a quelque chose de profondément rassurant à savoir que certaines des meilleures réponses se trouvent peut-être déjà, depuis longtemps, dans un simple cristal de sel et dans le mouvement naturel de l'air. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, à liker la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain voyage à la découverte des technologies oubliées qui pourraient bien redessiner notre façon d'habiter le monde.